Bien, alors on commence. Et puis, d'abord, bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette table ronde sur le ROI de la cybersécurité et de la cyber-résilience. Alors, avant de commencer, je vais prendre 2 petites minutes. J'ai été inspirée par la présentation qu'on a eue tout à l'heure. Je ne sais pas si vous y étiez dans dans l'amphi donc de Marjolaine. Et moi, j'ai demandé à ChatGPT de peux-tu m'écrire un poème de 3 strophes dans le style d'Apollinaire, puisque nous sommes en salle Apollinaire, sur le thème comment calculer le coût de la cybersécurité. Donc, je me permets de vous le partager. Bien sûr, il sera à votre disposition, hein, puisque c'est avec vos données et avec les miennes que ChatGPT travaille. Et puis, nous pourrons ensuite commencer vraiment à voir si c'est en adéquation avec ce que propose ChatGPT. Donc, équation pour un bouclier. J'ai trouvé que le titre était sympa. Sur le cloud, un chiffre flotte. C'est le prix d'un mot de passe trop faible. Le pare-feu dort dans son manteau de log et l'audit pleure sur les comptes oubliés. Alors, je vais faire juste une petite parenthèse. Je suis la directrice du Clusif, mais ça me fait penser parfois aux paroles des chansons du Cézanne lors de... On les connaisseurs. Ah, il n'y a plus que 2 strophes. Que valent les données dans un monde fendu par des failles invisibles comme des vers de Verlaine? Le RSSI compte non les jours, mais les alertes en grappe de silence. Additionne les heures d'insomnie, les patchs qu'on oublie, les plans qu'on relie. Cybersécurité, mon amour, tu coûtes moins cher qu'un désastre. Voilà. C'est pas mal, hein? Pardon? Euh, Si tu veux. Oui, c'est dans le style d'Apollinaire. C'est ça qui est merveilleux avec ces outils. Donc, on va commencer cette table ronde, comme je le disais, cybersécurité, cyber-résilience. Alors, on a trois intervenants et je le remarque, c'est la dernière fois que je le dis parce que c'est la troisième fois. Vous avez remarqué la parité dans cette table ronde sur la cybersécurité. Euh, voilà. Mais si on l'a déjà entendu. Alors, eux, ils vont pas commencer tout de suite. Donc, il n'y a pas de caout hein, après, à la fin. Donc, pour parler de ce sujet qui est quand même important et qui reste un petit peu, alors je dirais pas nébuleux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. On a du mal à donner un coût à la cybersécurité et encore plus à évaluer le retour sur investissement. Donc, j'ai le plaisir d'avoir Florent Plonquet, donc, qui est DOSI. On aime bien les acronymes hein, dans la cyber de Jules, enfin du groupe Jules, puisqu'en fait, sont 3 marques. Hein. Ouais, groupe Jules, donc on représente les marques Jules, Brice et BZB. Voilà. Voilà. Tu es également adhérent du CLUSIR Nord-de-France, qui est largement représenté dans cette salle, et merci à eux. Et tu es président de Cevenum. Donc Cevenum, c'est l'association de DSI des Hauts-de-France. Des Hauts-de-France, voilà, c'est un club de décideurs sur la partie IT sur les Hauts-de-France. Ouais. Donc à côté, Nadège Reynaud. Bonjour Nadège, manager GRC chez STET. Donc je vais te laisser 2 minutes pour te présenter STET. Et tu es membre du comité scientifique du CLUSIF. Donc peut-être quelques mots sur STET. Oui, bien sûr. STET, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la sphère financière. C'est franco-français, c'était créé par les 6 banques de place françaises et ça compense les paiements par carte bancaire et autorise les paiements par carte bancaire. Donc si les TPE ne marchent pas, c'est qu'il y a un truc qui ne colle pas, et notamment peut-être chez STET. Donc c'est hautement systémique. Voilà. Et à côté, Franck Chemin, CISO du Crédit Agricole Alpes-Provence, mais également CEO de Cyberway. Exactement, oui, tout à fait. Donc moi, d'une partie de ma vie, donc je protège donc une banque qui est le Crédit Agricole Alpes-Provence. Donc je suis responsable d'un service de cybersécurité avec tout ce qui va bien, donc tout un combat sur le budget de la cyber. Mais également, une autre partie de ma vie, j'accompagne des TPE et PME du territoire du Sud. Donc en gros, j'accompagne des entreprises, des petites boîtes, de manière à les aider à franchir le pas de la cyber. Donc d'où le sujet également du budget de la cyber, parce que quand on est un viticulteur, le sujet de même dépenser 5 000 euros, des fois, ça peut être très compliqué. Donc, il faut juste arriver à lui présenter le ROI et en quoi ça va, entre guillemets, protéger son business. Je dirais même, je vais être un peu violent, mais je pense que le dirigeant d'une petite boîte est encore plus dur à convaincre qu'un dirigeant d'une grande boîte. Enfin,
Bon, on va voir aussi comment ça se passe concrètement sur le terrain. Bon, moi, je suis Florence Pubarot, je suis directrice du CLUSIF, donc, qui est une association d'utilisateurs et de fournisseurs de solutions de cybersécurité. Donc, c'est une association nationale. Et je suis à votre disposition si vous voulez qu'on parle du CLUSIF à la fin de la table ronde. Mais ce n'est pas l'objet de cette table ronde. Comment ça se passe? Donc, on va débattre pendant 35 minutes et puis je laisserai un petit peu de temps en questions-réponses à la fin. Nos intervenants sont là, donc si vous avez des questions ensuite, parce qu'on est quand même contraint sur la durée, sur le temps, n'hésitez pas à aller les voir. Je pense qu'ils seront bien sûr à votre disposition. Franck, je vais commencer par toi. Donc tu l'as rappelé, il est parfois plus difficile de convaincre un dirigeant d'une petite structure, d'une petite entreprise qu'une grande entreprise sur l'importance de la cybersécurité. Donc, justement, quelle est, par ton expérience, la vision de ces entreprises, notamment, alors, petite structure, on va dire PME, mais on est aussi, Ready for It, c'est un événement aussi pour les ETI. Donc, c'est difficile parfois de se dire qu'une PME de 50 personnes, oui, ce n'est pas une ETI de 1000, mais malgré tout, bon, on le sait, ça a été rappelé hier, hein, les ETI, c'est officiellement, il y a des chiffres officiels de l'INSEE. Comment on arrive comment on fait? Parce qu'il y a aussi un manque de données pour ces structures-là quand même aujourd'hui. Alors complètement. Ouais. Alors le vrai enjeu, enfin pour moi, c'est ce que je vois sur le terrain, c'est d'arriver à prouver qu'investir en cybersécurité, c'est rentable. Alors là, le challenge, il est quand même fort parce que c'est quand même un sujet. En face, on a des gens qui ont créé un business, donc une logique de profit. C'est le choix mon entreprise, le banquier, donc forcément, on a une logique de business, donc tout argent dépensé doit rapporter, et encore plus en épi de boîte. Donc on a un challenge, et la mission elle est presque impossible parce qu'on se dit, bah, attendez, la cybersécurité ça coûte cher, et là tout le challenge est d'arriver à finalement estimer des pertes qu'on va éviter, alors que tout va bien. Et il y a tout on va travailler un peu sur l'humain, on en reviendra, mais et tout le challenge, à mon sens, c'est d'arriver à démontrer qu'il y a un ROI, qui a un intérêt pour l'entreprise à y aller, alors que, entre guillemets, il n'est pas tangible, il n'est pas visible. Je vais vous faire le parallèle. Nous, c'est ce qu'on voit sur le terrain lorsqu'on rencontre des dirigeants des petites boîtes. Un ROI sur la sécurité physique, ça ne se pose pas. Il n'y a personne, il n'y a aucun dirigeant d'entreprise qui va nous demander qu'est-ce que va lui rapporter d'installer 5 extincteurs. Oui, mais ça, aujourd'hui, on en parlait ce midi, c'est la réglementation. On ne se pose plus la question. C'est ça. C'est devenu, ça va de soi. Oui, exactement, ça va de soi. Et au final, ils ont peut-être 20 ans d'avance sur nous. Alors qu'au contraire, tout le travail, enfin à mon sens, c'est d'arriver à passer au-delà. Bon, on en reparlera ensemble, hein, pour le coup. Mais c'est d'aller au-delà de ce ROI et de montrer que investir en cybersécurité, certes, ça a un coût, mais pour un dirigeant d'entreprise, le ROI se fait autre part que sur, on va dire, une approche dite traditionnelle de perte et de profit, quoi. Alors, si tu peux nous donner déjà quelques points, comment faire? Parce que oui, là aussi, sûr. je rappelais en début, okay. On manque de données. D'une part, on manque de données en cyber. Alors, petit à petit, il y a de plus en plus d'éléments. Les assureurs sont de plus en plus fins dans leurs analyses, mais les petites entreprises, les petites structures ne communiquent pas sur leurs attaques, parfois ne portent pas plainte. Alors, ça change, mais ça va être long. Par rapport à la sécurité incendie, on a 150 ans de retour d'expérience. Oui, en fait, je pense qu'on le sait tous, mais encore plus quand c'est une petite boîte, subir une cyberattaque, c'est intime, c'est un secret de famille quelque part. On n'en parle pas, on est seul, on est isolé. Notre sujet, c'est de survivre, de surtout pas en parler aux clients parce qu'ils ne vont pas nous faire confiance, de surtout pas en parler à nos fournisseurs parce qu'au final, il y a le même problème. Et on se retrouve avec des personnes, enfin moi, ce qu'on voit, hein, sur le terrain, quand on rencontre des clients, des petites boîtes, ils en sont leur 3e ransomware. La boîte, ça a été créée par le grand-père il y a 30 ans, 40 ans. La boîte, elle est à l'arrêt, ils ne savent pas comment payer les salariés alors qu'on est le 30 juillet. Enfin, on est sur des gens qui vivent un drame. Et tout le sujet, aujourd'hui, c'est à quantifier de façon mathématique, sur dire, bah, attendez, il faut investir parce qu'au cas où, le dirigeant d'entreprise, il parle avec, entre guillemets, ses tripes, hein. Et tout le bien sur quoi on travaille, et là on va revenir sur l'humain, et je pense qu'on en parlera juste après, mais
nous, c'est de sortir de un peu ce traquenard, de parler finalement de ROI à un dirigeant d'entreprise, un viticulteur, on lui parle de ROI. Non, lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir si sa boîte, entre guillemets, elle peut survivre en cas de cyberattaque. Donc, il faut lui parler de son PC qui permet de peser le raisin. Il faut lui parler de tous ses frigos connectés. Il faut lui parler de sa vraie vie. Et si ça s'arrête, votre entreprise, elle s'arrête. Et là, on revient finalement à quelque chose d'autre. Et on va créer finalement pas du coût et de la cyber, mais on va créer de la valeur dans l'entreprise. Et en tout cas, moi, c'est une conviction, on pourra en reparler, mais c'est vraiment de sortir de ce sujet, en tout cas pour les petites boîtes. Nous, notre discours, et c'est en ça qu'on les accompagne, on leur dit, l'entreprise, faut pas qu'il y ait le ROI est intéressant, mais si derrière on arrive à créer de la valeur, pour qu'elle survive dans le temps, quelque part, là, on embarque les gens. En fait. Ouais. Et puis tout à l'heure, on parlera aussi de la valeur vis-à-vis de l'environnement, administrateur, etc. Merci. Florent, alors pour rappel, Jules a subi une sale attaque. Enfin, une attaque, c'est jamais très sympa, mais en 2022, ça faisait 2 mois que tu étais arrivé. Et alors, on va parler d'avant, donc quand tu es arrivé, l'état d'esprit, est-ce qu'on avait... quel était l'état d'esprit de ton board? Et puis toi aussi, qu'est-ce que tu avais identifié, quoi? Alors, effectivement, quand je suis arrivé il y a 3 ans dans l'entreprise, la première chose que j'ai faite, ça a été de faire un audit finalement sur l'ensemble du SI, qui n'a pas été très glorieux parce que globalement, je me suis rendu compte que c'était un système d'information très vétuste, très spécifique, avec un problème de qualité de données et pour couronner le tout, un niveau de sécurité relativement faible, avec un niveau de sensibilité dans l'entreprise quasi nul de la part du board sur la cybersécurité, où encore il y a 3 ans, on se disait que ça n'arrivait qu'aux autres et que globalement, on n'était pas les entreprises qui allaient être les premières attaquées. Et donc, voilà, à travers cet audit, ça nous a permis de créer un schéma directeur de transformation de 3 ans, que j'ai eu l'occasion de présenter à notre board. Et on n'a pas eu le temps de le mettre en pratique, puisqu'une semaine après, effectivement, on a vécu une cyberattaque. Et là, pour le coup, effectivement, tout s'arrête. Comment tu as été reçu quand tu as présenté ton plan? Il y avait enfin, il y a quelqu'un qui prend les choses en main. C'était bon, bah c'est bien. Enfin, c'était quoi? Est-ce qu'ils avaient ils avaient vu quand même le problème? Ils avaient perçu le problème? Ou est-ce que tu leur as vraiment mis sous les yeux? Bah là, il y a vraiment un problème. Alors oui et non. C'est-à-dire qu'il y avait un gros problème. C'est déjà de par la dette technique qui était relativement conséquente. Ça se traduisait à travers de l'insatisfaction de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise dans tous les domaines. Alors, Jules, c'est à peu près, enfin Jules, Brice et BZB, c'est plus de 500 magasins en France, Belgique et à l'étranger. On a aussi un entrepôt, on a un site marchand. Des franchisés. On a des franchisés en affiliation. Donc voilà, on a tout un écosystème. Et effectivement, il y avait une insatisfaction de par cette dette technique et donc une prise de conscience au moment où j'ai fait cet audit du board, de se rendre compte qu'effectivement, il y avait un gros travail de fond à opérer, que ce travail de fond, on n'allait pas le faire en 6 mois et qu'on l'avait inscrit effectivement sur 2-3 ans. Et alors, en face, bien sûr, de ce plan, il y avait des chiffres. Et là, la réaction, ça les a fait bondir ou ils ont signé tout de suite? Bah, les chiffres, on parle d'investissement là pour le coup. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on a eu cette dette technique qui s'est installée pendant des années. C'est que Jules a vécu un plan social, puis des cabinets de retournement qui ont des actions très court-termistes et qui n'investissent pas finalement dans le temps. Et donc l'IT finalement c'est pas la priorité. Et donc ce qui a créé cette dette technique. Et quand vous devez rattraper une dette technique, je prends souvent l'image d'une maison. Une maison, ceux qui ont une maison, vous faites des travaux régulièrement. Quand vous faites pas de travaux régulièrement, eh ben ça coûte très très cher au bout de quelques années. Donc quand on vient avec une addition qui est relativement conséquente pour rattraper cette dette technique, ça fait peur, mais c'est un passage obligé. Donc en tout cas à cette occasion, j'avais eu un peu de budget. Voilà. Un peu de budget. Et après, c'est devenu beaucoup. Mais après la cyberattaque, c'est devenu beaucoup. On va y revenir. Merci.
Alors, Nadège, on sait que la cybersécurité, c'est un risque. Et d'ailleurs, depuis plusieurs années, dans les classements que font les assureurs, que fait le World Economic Forum, la cybersécurité figure dans le top 3 des risques des entreprises. Donc, on est dans de la gestion des risques. Donc, qui dit gestion des risques aujourd'hui en entreprise, que ce soit une petite, une moyenne ou une grande, c'est aussi des méthodos, c'est aussi de la stratégie de l'entreprise. Et ça, toi, tu as travaillé dessus parce que tu l'as rappelé, tu es sur un secteur systémique et la cyber, c'est pas comme ça, quoi. Enfin, pour personne, mais Non, pour encore moins personne. pour. Bah, on vient de le voir, hein, c'est pas, ça s'improvise pas vraiment. C'est compliqué d'improviser. Puis surtout quand on a une direction qui vient dire mais est-ce que j'ai bien investi? Est-ce que les sous que j'ai mis vont servir à quelque chose? Je viens de te donner 3 millions de budget, qu'est-ce que tu as fait avec? Je vois rien. Enfin, voilà, c'est très très compliqué de répondre à ces questions. Pour autant, on a un peu parlé, il faut pour autant répondre. À un moment donné, si on veut être crédible, ramasser du budget, continuer à faire et à sécuriser, bah, il faut pour autant répondre. Donc c'est vrai que bon, moi, ça fait une vingtaine d'années maintenant que je fais que de la GRC, du risque, etc. Donc et BIOS, c'est bien joli, mais c'est pas vendeur. Auprès d'une direction, on est bien d'accord. Donc pour moi, il faut vraiment se rapprocher des risques d'entreprise. Ça veut dire ne pas rester dans son bureau de ciseaux, sortir et aller vraiment chercher les risques d'entreprise, la valeur de l'entreprise, t'en parlais. Donc ça peut être la machine qui sert à peser le raisin, mais ça peut être une clientèle, un chercheur, un cerveau, une découverte. Je sais pas moi, enfin voilà, une base de données Oui, un très secret importante. industriel, Voilà, enfin, il un peut y avoir brevet des industriel, des etc. tas de choses très importantes pour que la boîte vive. Une fois qu'on a conscience de ça, on a compris pourquoi on travaille. Et à partir de là, on essaye effectivement de voir, bah, on calcule la perte. Ça, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est un peu la seule manière qu'on a de savoir que si on perd de la dispo, ou si on perd l'intégrité, ou si on perd des choses comme ça sur ces assets-là, ça va coûter des jours, de l'argent, une clientèle ou je ne sais quoi. Et à un moment donné, on arrive quand même à poser des chiffres. Ça va être à la louche, ça va être peu ou pro. On va peut céder des assureurs, on peut céder de l'entreprise. Plus elle est grosse, plus il y a des gens qui savent le faire pour nous. Et à partir de là, essayer de voir qu'est-ce qu'on doit le protéger le plus et où est-ce que doit se trouver le barycentre de l'investissement. Et à partir de là, on sait répondre. Si oui, effectivement, on a bien fait d'investir là, ou on n'a pas bien fait d'investir là. On verra plus tard aussi comment on travaille avec l'analyse de risque et puis comment on travaille avec la sécurité opérationnelle finalement pour Oui. voir si effectivement on Mais s'y retrouve. Mais pour moi, on commence à parler valeur, tu l'as dit, hein, valeur d'entreprise, risque d'entreprise, on est beaucoup plus crédible pour aller parler coûts et investissement et retour sur un bon investissement, même si le retour, on ne le voit jamais, et que quand il y a la cyberattaque, qu'on le voit, mais on oui, évite. c'est Donc, ça qui est délicat voilà. parce que comme tu rappelais Franck tout à l'heure, bon, de la sécurité physique, j'ai presque envie de dire, on voit ce que ça donne, on voit ce que c'est. C'est vrai que dans la sécurité numérique, alors heureusement aujourd'hui il y a de plus en plus de rétex malgré tout, des personnes qui ont vécu des attaques comme Florent partagent, mais pour un board, pour un COMEX, ça peut rester virtuel. Et la question peut se poser sur l'investissement. Oui, alors après, il y a des secteurs plus faciles que d'autres. Là où je suis, c'est très facile. Les secteurs réglementés sont Voilà, peut-être plus faciles, hyper malheureusement. facile. C'est Moi, le j'ai prix un de la board réglementation. qui parle matrice de flux, donc c'est plutôt facile d'aller leur parler de business. Bon, puis on est ultra régulé, donc on nous demande. Mais c'est vrai que j'ai travaillé dans d'autres secteurs où c'était beaucoup plus difficile. On disait comment patcher ce vieux serveur, mais ce malheureuse n'y touche jamais, parce qu'on ne sait jamais si on touche à ce truc-là, il y a tout ça qui tombe derrière, et si tu le patches, on meurt. D'accord. Alors comment on fait dans ces cas-là? Donne-nous ta recette. Alors, il n'y a pas de recette miracle, hein, c'est voilà, enfin, vous savez tous la recette, hein, c'est de convaincre, etc. Mais là, on parle vraiment d'argent. On dit, bah oui, mais si en fait, effectivement, ce truc-là qui est relativement exposé malgré tout tombait, et pas du fait du patch, mais du fait de l'attaque, moi, je ne pourrais plus rien faire. Donc, à un moment donné, il faut quand même avoir le coût de ce que ça coûte de perdre cet asset-là, qui est très important pour tout le monde, au point qu'on ne veuille pas le patcher. Et à ce moment-là, essayer de dire, bon, bah, laissez-moi essayer sur une copie de pré-prod s'il y en a une, et puis vous verrez que ça se passe bien finalement. Donc voilà, on y arrive petit à petit, mais avec le coût, la valeur de ce que ça représente pour la boîte, vraiment au sens production, pas d'IT, mais production de l'entreprise, je trouve que ça passe mieux. D'accord. Merci. Franck, justement, bon, tu parles à des dirigeants, tu parles à qui d'ailleurs? Et est-ce que tu as l'impression, malgré tout, parce que ça, tous dans cette salle, je pense que ça fait des années qu'on fait de la sensibilisation, qu'on porte les messages. Parfois, on se demande,
Est-ce que ça rentre? Enfin, on a un peu l'impression du rocher de Sicile, c'est-à-dire qu'on y va, et puis à chaque fois il faut recommencer. Est-ce que tu as quand même la sensation que ça évolue, que tu es plus écouté aujourd'hui que tu l'as pu l'être auparavant? Et qui sont tes interlocuteurs justement? Est-ce que ce sont les dirigeants? Bon, quand c'est un peu plus gros, il peut y avoir un DAF. Est-ce qu'un expert comptable va aussi être sensibilisé? Les métiers, bien sûr. Alors, bon, là, tu parlais du vigneron, mais là, on est sur des petites structures, enfin, en général. Il faut convaincre tout le monde. C'est quoi le. Je vais commencer par C'est parler, qui? je vais déjà parler je vais commencer par parler de ma banque, là où je travaille. Créer École, c'est le point de départ en fait des idées et du savoir-faire qu'on essaye ensuite d'appliquer aux plus petits. Mais pour être très clair, on parle aux dirigeants. Un dirigeant, je pense qu'on a la chance aujourd'hui, et hélas, je dirais ça comme ça, qui sont plutôt sensibilisés au risque de cybersécurité. De par les médias tout le contexte géopolitique actuel qu'on connaît tous, ils sont au courant, on subit nous des cyberattaques à peu près tous les jours, on y fait face. Et je pense que hélas, ça fait partie du quotidien. En revanche, vu que ça fait partie du quotidien, c'est une des priorités, mais c'est pas toujours la priorité du moment. Ça, c'est ce que me disaient des gens d'entreprise, oui, c'est une priorité, mais ils ont 1000 choses à faire. Et la discussion, c'est qu'on s'adresse donc à des personnes, des décideurs. Bon, moi, je parle au DG en direct pour exprimer mes besoins de cyber dans la banque. On parle à des dirigeants d'entreprise par ailleurs. Ils sont intéressés. Ils veulent répondre par où je commence, ça va me coûter combien? Et ensuite, ils n'ont pas le temps. Quand je dis ils n'ont pas le temps, c'est que, bon, en 2 minutes, dis-moi combien ça va me coûter, en quoi c'est intéressant. Et là, le challenge du ROI, toi, je parle un peu du. En tout cas, moi, c'est une conviction, c'est que parfois, on fait presque du stand-up, en fait. On a 5 minutes, on a un pitch, on fait une levée de fonds. On est une start-up, on veut sortir, et c'est vraiment ça dans lequel, moi, aujourd'hui, je baigne dedans. J'ai encore eu ça vendredi dernier, donc ça, c'est au Crédit Agricole, pour le coup. C'est Franck, en haut, tu as 2 minutes, dis-moi où sont les problèmes. Donc l'année Et prochaine, on voilà. propose un atelier de stand-up pour les Exactement. RSSI. Vends ton Et budget à ton COMEX. Et carrément. Puis nous, on joue le COMEX, nous. On dit non, ça sert à rien. Vous êtes Ça me coûte partant? trop cher. Déjà que tu me coûtes trop cher. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment ça. On est sur un sujet. Donc aujourd'hui, moi, je suis dans un schéma où jamais j'ouvrirai un fichier Excel. J'évite même d'ouvrir des slides. Parce que le slide, en 2 minutes, c'est fini. La personne, elle dit, elle t'écoute plus. Donc on est vraiment, non, droit dans les yeux. Et là, on se parle. Et là, finalement, c'est une approche d'homme à homme ou d'homme à femme. Enfin, concrètement, c'est une aventure humaine. S'il ne nous suit pas dans les histoires qu'on raconte et en quoi on peut y faire face ensemble, c'est une aventure humaine. On parlait de l'IA, mais c'est vraiment, c'est là-dessus. Et si derrière en face, le DG, on sent qu'on n'est pas synchro sur la stratégie, on peut lui montrer tous les fichiers Excel et tout ce qu'on va faire. On perd notre temps, en fait. Et après, il y a une histoire de confiance qui se crée. Et ça, c'est aussi important. Et c'est un autre levier. Donc la valeur, le ROI, finalement, vous avez compris, je touche plus sur des sujets qui sont plus humains. Et là, je prends un peu le contre-pied de plein de sujets sur l'assurance. Je dis pas que c'est pas important aussi, mais je pense qu'il faut pas oublier aussi les ROI qui sont finalement plus humains sur quelle est la valeur que j'ai dans l'entreprise, comment je crée finalement de la confiance dans mes actifs, et pas forcément, ça va encore coûter trop cher. Ouais. Faut sortir de ce débat-là. Et si le DG, le directeur, en tout cas la personne qu'on a en face de nous, il reste, on va dire, il y a peut-être des messages à comprendre, quoi. Et tu disais, j'aime bien cette phrase, face à un DAF ou un DG, il faut qu'il comprenne très vite ce qu'il achète. Oui. Voilà. Enfin, bon, alors c'est vrai pour la cyber, c'est sans doute vrai pour autre chose. Oui, il faut être ultra concret. Nous, d'ailleurs, faut énormément travailler, je te rejoins sur l'approche. Analyse de risque, contrôle, ainsi de suite. Enfin, en gros, on monte sa pyramide et on dit qu'est-ce que je peux dire en 3-4 punchlines pour l'accrocher. Je sors des histoires qui font peur, mais des histoires qui font peur. Qu'est-ce qui se passe si demain, un conseiller dans la banque ouvre un fichier et que ce fichier, c'est un ransomware? 1, ça bloque. 2, si ça bloque pas, on peut se reconstruire. 3, en combien de temps? Ça parle. Et là, on dit, là, ça bloque, là, on est moyen, là, on est bon. Et voilà ce qu'il faut faire pour mettre en face quelque chose qui est, en plus, à l'état de l'art, comme les autres. Concrètement, on ne fait pas du zèle. Et ça, c'est vraiment enfin, je raconte que moi ce que je vis tous les jours.
Et c'est encore plus vrai lorsqu'on va sur le terrain voir des dirigeants de plus petites boîtes, où là, pour le coup, si on ne parle pas comme ça, ils ne nous écoutent pas du tout, quoi. Même pas, ils nous reçoivent, quoi. Ah, c'est bon. Donc on te garde pour rédiger le scénario de prochain atelier stand-up. Sans problème. D'accord. Et je le mettrai de l'autre côté de la barrière, par contre. Alors, on va continuer avec Nadège. Donc on a vu le côté humain, mais le côté analyse de risque, hein, tu l'as évoqué. Toi, tu fais des analyses de risque. Là, je disais d'en sortir un petit peu, mais oui, oui. Oui, aussi. Mais tu m'as dit, bon, il faut aussi définir les 5 plus gros risques de l'entreprise. Ceux que, bon, voilà. Oui, ça c'était au début, effectivement. Ça, c'était C'est au début. repartir, aller se connecter avec sa direction. Et puis, s'il y a une direction des risques, voilà, attraper les valeurs et les risques de D'accord. de Et donc, l'entreprise. si on poursuit ensuite, Voilà, si on poursuit, effectivement, on sait le dérouler sur la valeur de l'entreprise, de quoi cette valeur est constituée, est-ce que l'on sait exactement de quel asset, sur quels assets reposent ces valeurs-là, est-ce que c'est de l'humain, du process, des postes de travail, du serveur et quoi que ce soit. Et c'est effectivement là-dessus qu'on doit mettre le plus de budget ou de mesures de sécurité. Si ce n'est pas du budget, bon, à un moment donné, on n'a rien gratuitement ou très peu de choses. Donc effectivement, c'est là qu'on doit investir le plus. Et du coup, si on se dit ça, effectivement, il faut qu'on sache, si on n'est pas dans une entreprise toute neuve qui part de zéro, si on arrive sur un vécu, on fait un bilan, comme tu as fait quand tu es arrivé, et on se dit, bah voilà, moi, mon terrain, mon système d'information, c'est pas un truc linéaire, c'est un truc qui est hautement exposé ou pas exposé, à certains endroits très exposés et d'autres au fin fond du système d'information, des trucs très sécures, d'autres pas du tout. On arrive à faire une espèce de courbe un peu comme ça, et on se dit, bah, mon niveau de sécurité doit être là, il faut que je nivelle tout ça. Donc là où je dois investir, c'est là où il y a le plus de trous. Et finalement, est-ce que c'est bien là qu'on a mis le plus de mesures de sécurité, le plus de barrières, le plus de cloisonnement, le plus de contrôle ou quoi que ce soit? Ça, c'est tout le travail qu'on doit faire à l'intérieur, avec les équipes, en opérationnel, etc. Et qu'on sache montrer en 3 phrases, 3 punchlines, en 2 secondes, en 2 minutes, qu'effectivement, tout ce travail-là, on n'est pas obligé de le déplier parce qu'on ne sera pas écouté au niveau d'une direction qui investit. Mais par contre, on saura dire, bah voilà, là, il y avait un énorme trou. On avait mis beaucoup de ronds sur un truc qui était déjà sécure. Là, il y a un truc qui vaut vraiment très cher pour nous, qui nous est cher, qui est un bijou de famille, qu'on a mal sécurisé. C'est là qu'on va investir. Et on essaye de niveler comme ça. Donc, c'est un petit peu la méthode par là. Et oui, l'analyse de risque basique que vous connaissez, etc., aide à alimenter tout ça. de tes expériences professionnelles dans le management du GRC, comment tu embarques? Qu'est-ce qui est le plus facile ou le plus difficile à embarquer, justement, malgré qu'il y ait des preuves à l'appui, il y ait des beaux tableaux ou pas de fichier Excel? Est-ce que c'est plus facile d'en parler avec un DAF? Est-ce que c'est plus facile d'en parler avec les métiers? Est-ce que c'est plus facile d'en parler avec un COMEX ou plus difficile? Est-ce que ça dépend vraiment des secteurs d'activité? Parce que toi, tu as été aussi dans différents secteurs d'activité. Tout à fait. Le plus difficile de tous les secteurs que j'ai fait, rapidement, les IEG, la protection sociale, le luxe, le bancaire, la régulation financière, vous voyez, donc ça fait des trucs un peu différents. Il est vrai que le plus dur tout le temps, c'est pas forcément la direction, parce qu'à un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui arrive à leur parler. Les financiers, ça va, parce que quand on leur dit qu'il faut investir, ils y vont. Ils ont juste un problème de trouver les sous et de s'y retrouver, ça va à peu près. Les métiers, il n'y a pas de problème, en règle générale, ils savent. Ils savent ce qui est important, ils savent à peu près. Normalement, ça va à peu près. Ça manque peut-être de sensibilisation, mais finalement, au fil du temps, ils se rendent compte que ça va. Le plus dur, c'est l'IT pour l'IT. C'est vraiment les informaticiens. Les vrais, les techniciens. Ceux qui connaissent la sécurité, ça va, mais ils ne sont pas toujours suivis. Donc le développeur, attention, je fais pas de généralité, hein. Il y a des gens très sécures par essence, mais pas toujours. Et eux, c'est plus dur à convaincre. Parce que la valeur de l'entreprise, elle est loin d'eux souvent. Quand ce n'est pas une boîte d'IT, elle est un peu loin. Quand je maintiens toute une ferme de virtualisation, que je m'occupe que de ça toute la journée, je ne sais plus très bien en fait si je suis en train de virtualiser un truc que je vends à mon client ou si je suis en train de virtualiser un truc qui va servir à faire du ticket toute la journée. Et du coup, quand on leur demande est-ce que c'est important ce truc-là de le maintenir, est-ce que c'est important de le patcher chaque semaine, ils ne savent pas pourquoi en fait. Et eux, ils sont très difficiles à convaincre. D'accord. En règle générale. Bon, ça va vous faire un peu de travail, hein. Vous n'en aviez pas assez. Merci Nadège. Florent, on va revenir donc sur l'attaque parce que ça a été quand même l'élément marquant. On a vu comment ça s'était passé avant. Bon,
l'attaque. Aujourd'hui, on n'est pas sur un rétexte pur de l'attaque. En revanche, après, les enseignements que tu en as tirés justement sur le coût, et tu as distingué en fait plusieurs niveaux de coût d'une attaque d'une telle ampleur. Peut-être rappeler juste que vous avez été bloqué quand même pendant un Ouais, certain tout à temps. fait. Donc j'expliquais, donc présentation justement du schéma de transformation sur 3 ans. Une semaine après, on m'appelle à 5 heures du matin. Mon responsable d'infra qui m'appelle et qui me dit qu'on est victime d'une cyberattaque. Donc première chose, on débranche la prise, on arrête tous les systèmes. Donc là, vous réunissez le comité de direction et vous leur dites qu'on a tout arrêté. Alors tout arrêter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous arrêtez un entrepôt, vous arrêtez potentiellement la connectivité avec vos magasins, donc je rappelle 500 magasins, et vous mettez à l'arrêt tout le siège. Donc ça veut dire que les gens arrivent progressivement au siège, on parlait d'humain tout à l'heure. Première réaction des collaborateurs, c'est de dire qu'effectivement, on va perdre notre boulot, la boîte va fermer. Une semaine avant, on apprenait que Camaïeu fermait, en partie à cause d'une cyberattaque. Donc dans la tête des gens, il y a aussi un vecteur humain qui a été important. Et donc dans les enseignements, pour répondre à la question, ce qu'on a vu après coup, c'est que effectivement, quand on arrête une entreprise comme ça, et quand on n'est pas préparé, on a peu documenté, qu'on a des vieux systèmes, et effectivement c'est compliqué, enfin moi je me mets côté IT, d'un point de vue sécurité, effectivement il faut patcher pour garantir les normes de sécurité, mais des fois vous ne pouvez pas, vraiment vous ne pouvez pas, pourquoi? Parce que vous avez d'anciens systèmes, et qu'il n'y a plus personne qui a la connaissance, vous y touchez à peine, le truc plante et vous mettez la boîte en rideau. Mais vraiment. Et donc, le secret là-dessus, c'est de faire de la transformation, en fait, de transformer les systèmes et faire en sorte qu'ils soient up-to-date. Ça limite le risque, en tout cas, d'un point de vue sécurité. Donc, quand on a arrêté l'entreprise, il faut savoir que le chiffre d'affaires rentre dans nos magasins. On vend des produits. Donc, quand vous avez un entrepôt qui est à l'arrêt, vous n'alimentez plus ces magasins. Donc il y a un impact aussi là-dessus. Donc premier impact qu'on a eu, en fait, qu'on a détecté, c'est la remédiation. Comment je reconstruis mes systèmes, comment je les redémarre. Là, on peut parler, je veux parler de coûts, je suis assez ouvert là-dessus, et parler de communication, moi je trouve qu'on en parle de plus en plus, et c'est bien d'en parler. C'est plus une honte aujourd'hui de se faire cyberattaquer, au contraire, moi je préfère que... Et on a beaucoup communiqué là-dessus. D'ailleurs, merci de Avec venir. plaisir, moi j'ai pas de tabou là-dessus. Donc premier niveau de coût, c'est la remédiation. Redémarrer vos systèmes, faire en sorte de redémarrer tout ça, on parle de plusieurs millions d'euros. D'accord? À l'échelle d'une entreprise comme Jules, qui fait, on va dire, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Deuxième coût, c'est la perte d'exploitation. Je vous disais, on a arrêté l'entrepôt, vous n'avez plus de stock qui alimente les magasins, on a arrêté l'entrepôt pendant 1 mois et demi. Pendant 1 mois et demi, on n'a pas envoyé de marchandises dans nos magasins. Pourquoi? Parce qu'un vieux système spécifique en entrepôt qui fait que plus personne ne savait comment ça fonctionnait. On a galéré pour le redémarrer. À chaque fois, on avait l'impression d'être proche. Et puis, bon, voilà. Donc, deuxième coût, perte d'exploitation. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et le troisième coût dont on parle moins, mais qui est un coût qui est quand même dans la durée que vous payez, c'est le coût qui est lié finalement aux parts de marché. Parce que quand vous êtes victime d'une cyberattaque, que vous avez moins de stock en magasin, qu'un client arrive et qu'il ne trouve pas sa taille, qu'il ne trouve pas le produit qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait? Il va en face, il va chez le concurrent. Et donc vous perdez dans un secteur du retail, vous savez, un peu chahuté, où on essaie de fidéliser, vous perdez vite vos clients, et donc pour les reconquérir, c'est compliqué. Donc on a perdu des parts de marché, et là on a encore un niveau au-dessus, et donc ça, vous le payez pendant des mois, voire des années. Est-ce que ce témoignage, tu l'as fait aussi auprès de Comex, d'autres enseignes? Alors, certes, le groupe Jules fait partie de l'ensemble Mullier dans le nord de la France, mais d'autres enseignes qui ne font pas partie des marques enfin peut-être pas concurrentes, mais parce que là, c'est parlant. Ça parle, pas perte d'exploitation, les entrepôts fermés, l'impossibilité de livrer les magasins. Ça a un impact. Je pense pour un RSSI qui vient avec un copain RSSI et qui va dire à son COMEX, vous l'écoutez et vous allez comprendre. Alors, il n'y a rien de mieux que la réalité, parce qu'on parle des... Non, mais des fois, on se dit, on voit des choses dans la presse, etc. Et il y a beaucoup de RSSI qui m'ont contacté en disant, j'ai du mal à avoir du budget, est-ce que tu peux venir témoigner? Même 1 heure, 2 heures. Et en fait, tout de suite, ça attire l'attention en tout cas des boards, et ça permet en tout cas parfois d'avoir cette prise de conscience. Bon, des rétecs, j'ai dû en faire 15. Oui, oui. Mais
et y compris en tout cas au CLUSIR ou dans le club de DSI, et tout de suite c'est parlant parce qu'on parle vrai, enfin, et ça peut arriver à tout le monde. Et alors, tu me disais, bon, après la cyberattaque, là, ça a été, est-ce qu'on peut employer l'expression d'open bar pour, pour t'équiper? Bah, là, Open bière. ouais, les robinets sont ouverts après, franchement. Bon, ils se referment assez vite après aussi, donc il faut en profiter. Non, mais globalement, après, le sujet de la sécurité n'est plus un sujet. Quand on parlait, moi je dis souvent, la sécurité, c'est presque de l'IT pour l'IT, c'est pas tangible, il n'y a pas de projet derrière, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et aller vendre des projets IT pour IT, c'est compliqué, enfin, c'est toujours très compliqué. C'est pour ça qu'on a une démarche un peu différente là de sensibilisation. Alors, sensibilisation, maintenant notre board est sensibilisé. On a sensibilisé les collaborateurs aussi, vous le disiez tout à l'heure. Moi, je trouve que les métiers ne sont pas toujours, et c'est vrai. Et donc, on a sensibilisé l'ensemble des équipes. On a sensibilisé nos partenaires. Juste pour info, le cyberattaque est venu d'un de nos partenaires. Hein. C'est pas toujours de l'interne. Hein. Et la plupart du temps, ça vient d'un partenaire à qui on a ouvert un VPN. Et donc, on a écrit un plan d'assurance sécurité qu'on fait signer à tous nos partenaires et qu'on ne fait plus signer à la fin une fois que le métier a choisi une solution et qu'il faut qu'on se batte parce que la mise en prod, c'est dans 3 semaines et qu'on doit vite faire signer le plan d'assurance sécurité. On anticipe maintenant et on fait en sorte que ce soit quasiment l'une des premières étapes. Alors, c'est encore le début, mais globalement, c'est ce qu'on va, dans notre process de transformation, ça va être l'une des premières étapes. Et globalement, ça peut être un bloqueur si un partenaire, en tout cas, ne respecte pas les règles. On pourrait dire non au métier, ne pas continuer avec. D'accord, merci. Alors justement, si on va peut-être terminer là avec vous deux sur l'écosystème, l'importance aussi de l'écosystème, à les embarquer aussi dans les analyses de risque, dans le ROI, dans le calcul du ROI, même si on a vu que c'était difficile. Donc, on a parlé du COMEX, des DAF, il y a également les donneurs d'ordre, les administrateurs, les autorités de régulation. Tout ça, ça peut être les assureurs. Alors même si tu es un peu peut-être un petit peu dubitatif sur le travail des assureurs. Bon, tout ça, c'est important aussi de les embarquer dans ce travail. Franck, allez. En fait, oui, tout à fait. Après, il y a tout un sujet d'embarquement d'écosystème. En fait, il faut un peu tout ça dans le même sens. Alors, le sujet de l'assurance, moi, je trouve que ça va dans le bon sens, hein, clairement. Hein. Aujourd'hui, c'est un des sujets sur lesquels, en termes de ROI, il faut l'intégrer parce qu'il faut être jusqu'à quand est-ce qu'on est assurable, jusqu'à quand. Enfin bon, c'est quand même des. Est-ce que l'assureur peut aider justement dans cette démarche? Oui, en fait, je pense que le rôle de l'assureur, il est entre guillemets, oui, d'accompagner parce que comme tout assureur, nous vendons de l'assurance cyber agricole aussi, hein, donc la matière, on la connaît bien. Je fais pas de pub, mais c'est intéressant parce qu'on se rend bien compte que les entreprises ont ce besoin, mais comme toute assurance, il y a un besoin de comprendre contre quoi on se protège, le quantifier et combien ça va me coûter finalement un peu tous les mois pour protéger contre ces fameux événements redoutés. Et donc c'est un écosystème aujourd'hui qui grandit pas à pas. Hein, les assurances, vous verrez, je crois qu'il y a le dernier rapport de l'Amri qui vient d'arriver Oui, là, qui arrive. Oui. qui est très intéressant. Il y a quand même un report, la sinistralité sur, je pense, plus les petites entreprises, les petites et moyennes, et moins sur les grandes. Alors tout le sujet sur les supply chain, je pense qu'il faut l'avoir en tête parce qu'au final, nous, on le voit, c'est que les cyberattaques touchent plus aujourd'hui nos sous-traitants, nos partenaires que nous. On va pas essayer de se frotter au château fort, alors que derrière, il y a le château de sable. Il y a une petite entreprise qui peut être parfois corrompue. Hein, le cas de, je crois qu'il y a quelques jours, il y a Coinbase qui s'est fait cyberattaquer parce qu'il y a quelqu'un qui a été corrompu chez un de ses sous-traitants. Bon, leur approche était intéressante en termes de ROI, on en parlera plus tard. Voilà. Tu nous donneras les références. Ah bah pour quelques mots, hein, ils ont la demande de rançon, je crois que c'était 20 millions, et ils ont dit bah écoutez, nous on va pas vous donner 20 millions, par contre on donne 20 millions à celui qui vous dénonce. Et ça c'est génial. Génial, c'est moi à titre perso je parle. On verra. En tout cas, j'ai trouvé que c'était en termes de coups de pub et de com, c'est génial. De retournement de situation. Voilà. Nadège, donc. Oui, sur l'écosystème. Ouais. Bah oui, bah, quand on parlait de risque d'entreprise et de valeur, hein, je poursuis mon cheminement toujours parce que, moi, je crois vraiment à ce truc-là. Hein, donc, que on soit petit ou grand en termes de structure, on ait beaucoup de budget ou pas, je pense que ça marche vraiment. Savoir pourquoi on travaille, on l'oublie des fois. Et derrière ça, pareil, sur quoi ça repose, sur quels assets, on l'a dit tout à l'heure, mais sur quel fournisseur, quel client,
quel partenaire, ce qu'on veut. Et donc, effectivement, quand on parlait d'exposition, vous savez, les trous, l'exposition, la non-exposition, pareil, est-ce que l'exposition qu'on a, nous, en tant qu'organisation, on pense que notre asset n'est pas exposé, sauf que si le fournisseur l'est, on le devient. Donc, forcément, il faut qu'on regarde. Mais ça, de toute façon, toute la réglementation nous suit déjà là-dessus. Enfin, je dis bien qu'elle suit, parce que le problème existait avant. On réglemente souvent un petit peu en réaction, en se disant il faut réglementer parce que c'est trop grave. Donc effectivement, tout ce qui est supply, c'est réglementé parce que c'est trop grave. Regardez Dora, Nice 2, il y a tout ce qu'il faut sur ces deux, ne serait-ce que ces deux-là en termes de sous-traitance, mais il y en a plein d'autres. L'ANSSI le dit, tout le monde le dit. Et effectivement, est-ce que les liens avec les fournisseurs, les clients, les partenaires, ce qu'on veut, nous rend pas exposés sur un truc qu'on pensait tranquillement bien caché au fin fond du système d'information? Est-ce que finalement, on n'a pas une équipe de développeurs offshore qui n'est pas en exposition par rapport à ça, alors qu'en fait, ils développent un truc qui est vraiment très, 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 très secret, très caché. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir là-dessus. Et puis, oui, aller investir, sensibiliser effectivement les fournisseurs, sensibiliser les partenaires et tendre. On ne peut pas les former, mais on peut au moins les sensibiliser, les incentiver. Je ne sais pas, il y a plein de choses à développer pour trouver le moyen de leur expliquer que si on perd de l'argent, ils perdent de l'argent. Et donc le ROI de la cyber, quelque part, il est partagé aussi par tout un écosystème. Très bien. Bon, alors, comme il nous reste 5 bonnes minutes, on va laisser la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y en a une dans le fond. Allez-y. Alors, ouais, mon propos, ouais, je me suis mal exprimée. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il faut en faire. C'est-à-dire que notre métier, c'est de faire plein de choses, de sécuriser opérationnellement, bien sûr, d'analyser les risques, etc. On a notre métier de cyber qui nous est propre. Mais d'aller expliquer tout le cheminement d'une DBO-CRM ou d'une autre méthode, celle que vous voulez, même en light, à des dirigeants qui vont vous donner votre budget et leur expliquer que 5 ateliers plus tard, vous avez vu, vous, que la liste de 10 risques, là, il fallait vraiment, parmi ces 10-là, il y en a 3 à couvrir avec des mesures de sécurité. Vous les avez déjà perdus rien qu'en expliquant le départ. C'est ce que je voulais dire, en fait. Et que tout ce travail est important, il faut le faire. Oui, c'est nécessaire, évidemment. Oui, tout à fait. On ne va pas dénigrer EBIOS, au contraire. Non, c'est ce qui donne. EBIOS, c'est tout le reste de la sécurité opérationnelle. Tout ce que vous faites au quotidien en tant que cyber personne, CISO et toutes les équipes en dessous, à côté, c'est ce qui donne du corps, en fait, au pitch de 2 minutes. C'est quand on maîtrise mieux son sujet qu'on est le plus percutant derrière. Enfin, c'est ce que je pense, moi, personnellement. Est-ce qu'il y a une autre question? Vous n'avez pas d'autres questions? Ah si. On détruit de la valeur. C'est réglementé, hein. Pour répondre à la formation SSI, elle est réglementée et on doit la faire annuellement. Et si elle n'est pas faite annuellement, entre guillemets, on se fait convoquer par les ressources humaines. C'est une formation réglementaire et exigée par le régulateur. Donc tous les ans, on voit tous les collaborateurs qui ont été formés, c'est 96%, c'est soit 100%. L'écart doit être justifié. Pourquoi? Ben, j'en arrêt maladie, machin. Ok.
Mais nous, c'est réglementé, on a Oui, cette chance-là. mais c'est dans les activités réglementées. Alors, dans le retail, voilà, c'est. Non, dans le Dans le retail, retail, l'industrie, c'est. bah, c'est c'est pas le pas, cas pas aujourd'hui ça. et ça reste compliqué. C'est vrai qu'il suffit d'une personne, d'un clic. Mais demain, en tout cas, enfin, c'est un des éléments. On commence notamment à faire bouger les chartes informatiques pour faire en sorte de rendre aussi le collaborateur acteur et pour le coup, peut-être, enfin, je n'aime pas utiliser ce terme, mais peut-être en arriver aux sanctions demain. Enfin, je pense Mais qu'il faut. c'est pas simple parce que Parce vous que êtes c'est le dans un. risque de faire mourir une entreprise. Hein, donc. Vous êtes, vous Ouais. êtes sur des secteurs où il y a beaucoup de turnover aussi. Ah oui, bah, ne serait-ce qu'en magasin, on a entre 50 et 60% de turnover, Ouais. donc c'est énorme. Alors, juste un truc, nous avons un confrère que je vais citer, je vous dirai pas qui c'est ni quelle boîte c'est parce que ça lui appartient. C'est un gros groupe, hein, en tout cas, des dizaines de milliers de collaborateurs dans le monde. Et en fait, ils ont mis en place, alors faut-il aussi avoir un IC mature, c'est-à-dire que s'ils voient, par exemple, ils détectent certaines fuites de données, de documents qui sortent, ils détectent des comportements déviants, des choses comme ça, et quand ils les détectent, si effectivement ce n'était pas légitime, la personne est placée dans une OU particulière qui fait qu'en fait son débit Internet est réduit, les accès à certaines choses sont réduites, ils ont des temps de connexion à certaines choses réduites. Et donc en fait, tant que cette personne n'a pas suivi une sensibilisation et n'a pas revalidé avec un quiz d'un certain niveau, crac, et ben, mais bon, là on est sur un niveau de maturité de folie. Hein. Oui. Mais ça existe vraiment, il y a quelqu'un qui l'a fait, qu'on connaît tous. Donc, voilà. On en est à verrouiller des comptes sur des comportements. Alors, ça peut être un peu abrupt, mais en tout cas, ça permet aussi de nous sécuriser quelque part et de vérifier si c'est OK, on réactive. Mais aujourd'hui, on vient jusqu'à bloquer des comptes. Ouais. D'accord. Zut. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Non, c'est. Alors, je voulais juste revenir. Ah, il y a une question, pardon. Et un bon marketing avec. Bah, Si on fait le tour dans le salon, je pense qu'il y a 2-3 boîtes qui utilisent le même schéma quand même. Hein. Non, mais je pense que c'est Avec un peu d'IA et c'est bon quoi. c'est un bon résumé. Et le stand-up. Mais voilà. Mais ça sera bien. Oui, ça serait bien de voir quand même si on voit des évolutions et si vous-même vous voyez des évolutions au fil des mois. En tout cas, un grand merci à tous les trois et puis bah, à très bientôt.